Bonjour et bienvenue dans Prenons le large, votre magazine sur la mer. Je vous propose d'embarquer à la découverte du littoral méditerranéen. Les métiers du monde maritime, des sites magnifiques, sans oublier ces hommes et ces femmes qui ont une passion en commun, la mer. Tout de suite, le sommaire. Rencontre avec Dimitri Deruel, champion de voile, il vous fera partager son univers. Puis au large de Marseille, découverte de piscines naturelles et de grottes marines, des endroits préservés et de toute beauté. Pêcheur-fileyeur, un métier en voie de disparition que seuls quelques passionnés font perdurer. Enfin, direction la Grèce, sur l'île de Santorin, une perle au milieu des Cyclades. Allez, larguez les amarres et prenons le large. Dans chaque numéro de Prenons le large, nous allons poser nos caméras dans un port de Marseille ou dans une ville alentour. Cette fois-ci, nous sommes sur le Vieux-Port, lieu emblématique de la cité phocéenne, découverte en images. Le Vieux-Port est le plus ancien port de Marseille, ainsi que le centre historique et culturel de la ville depuis sa fondation sur ce site durant l'Antiquité. Port de l'amour, port de commerce, port des cultures, c'est aujourd'hui un grand port de plaisance, un lieu de rassemblement populaire et l'un des symboles de la cité phocéenne. Avec la semi-piétonisation, menée en 2012, le Vieux-Port devient l'une des plus grandes places d'Europe. On s'y promène en famille, entre amis, et pourquoi pas profiter d'un peu de fraîcheur sous l'ombrière installée depuis peu. C'est d'ici que partent les navettes maritimes reliant les quartiers de l'Estaque et de la Pointe-Rouge. Et quel que soit l'endroit où l'on se trouve, sur le quai ou au milieu de l'eau, nous sommes toujours sous l'œil bienveillant de la bonne mer. Dimitri, bonjour. Vous êtes Marseillais d'adoption, champion du monde de voile. Vous avez d'ailleurs participé 2 fois aux Jeux Olympiques. Avec vous, on peut casser ce cliché comme quoi la voile est réservée aux Bretons. Absolument, d'ailleurs je navigue avec les Bretons sur le Tour de France à la voile, donc c'est pour montrer qu'il y a un échange entre la Bretagne et la Méditerranée. Et c'est vrai que c'est beaucoup de plaisir pour moi en tout cas de naviguer en Méditerranée, d'avoir appris toutes les bases de la navigation. Et on arrive à être les meilleurs sur ces plans d'eau-là, que ce soit partout autour de la France en tout cas. Et puis surtout qu'ici en Méditerranée, notamment dans la région marseillaise, on a le vent qui vous aide. Oui, on a le Mistral qui nous pousse, un peu le vent d'Est, mais en tout cas on a des spécificités très complètes ici en Méditerranée. Et la différence avec la Bretagne, c'est qu'on a la météo qui n'est pas très fiable et on est obligé de marcher au pifomètre. C'est-à-dire qu'il faut faire le sens marin en plus de la météo qu'on peut avoir très fiable en Bretagne et qui n'est pas le cas en Méditerranée. Alors puisqu'on parle de météo, aujourd'hui c'est grand soleil, vous allez rester avec nous pendant toute l'émission. Dans Prenons le large, on va découvrir des métiers, mais aussi des lieux. Et je vais vous embarquer, puisque nous sommes non loin, on est sur le Vieux-Port, non loin de l'embarcadère, des navettes qui vont dans les calanques. On va partir vers le Frioul, à la découverte de lieux insolites. Je vous embarque ? Allez, on met les voiles, c'est parti. Marseille, son littoral, ses îles, ses calanques, mais également des endroits insolites qu'aujourd'hui, avec Prenons le large, nous allons vous faire découvrir. Alors c'est Frédéric qui sera notre guide durant cette journée. Frédéric, c'est un passionné de la mer, un amateur, un amoureux de l'environnement et de la nature. Nous allons maintenant embarquer à bord du Zodiac à la découverte de grottes et de piscines naturelles qui font votre littoral. Bonjour Frédéric. Bonjour Xavier. Enchanté de vous connaître. Enchanté de même. Alors on va partir aujourd'hui à la découverte de lieux insolites dans les calanques et aux îles du Frioul. J'ai connu ces endroits parce que ça fait pas mal d'années que je navigue sur Marseille. Je naviguais avec mon père sur Marseille aussi. J'ai toujours été sur l'eau et de bouche à oreille, on a des petites infos, des vieux marins, des gens qui ont des anciens quoi, clairement. On va commencer par une première piscine qui est située sur l'archipel d'îles du Frioul. C'est une piscine assez spéciale parce que ça fait vraiment un bassin qui est fermé, on ne peut même pas y rentrer en bateau et vous verrez c'est un endroit vraiment magique. Alors c'est ce que l'on voit souvent dans les images lorsqu'on part sur les îles à l'autre bout du monde, et puis en fait l'autre bout du monde c'est un peu Marseille, puisque là on va partir donc au Frioul. On y va ? C'est parti. On te laisse nous guider ? Allez, avec plaisir. Allez, c'est parti. Merci.
Les îles du Frioul sont situées à seulement 2000 nautiques du Vieux-Port. Elles offrent un panorama superbe sur Marseille. L'archipel est constitué des îles Ratonneau et Pomègue qui sont reliées entre elles par une digue. Dépourvues d'arbres, elles recèlent de très nombreuses criques où un bleu de rêve contraste avec les roches calcaires blanches. Voilà, nous arrivons au Frioul. Alors on est dans quelle partie de l'île du Frioul? Alors ça, je peux pas vous dire. Secret bien gardé, hein. Exactement. Secret bien gardé. Exactement. Moi, je suis en train de découvrir un endroit féerique, ça je peux le dire, alors connu que de quelques Marseillais. C'est une piscine naturelle en plein milieu des rochers. Moi, j'ai bien envie d'y aller, d'aller me baigner directement. On y va? Tu m'y emmènes? Allez, on y va tout Allez. Secrètement cachée du regard, la piscine naturelle dans laquelle nous nous trouvons est entourée de mini-falaises aux formes arrondies. Créé au fil du temps par l'érosion de la roche calcaire, ce site naturel est doté d'une eau cristalline et limpide. Et cela fait toute la richesse d'une rencontre entre la terre et la mer. Alors là, nous sommes en face des calanques de Marseille, à côté de l'île de Plane. On a traversé toute la rade et nous partons découvrir ensemble, hein, puisque c'est la première fois que tu viens ici, donc une autre piscine naturelle. Exactement, c'est une piscine dont j'ai entendu parler assez récemment, que j'ai pas encore découvert, donc on va la découvrir ensemble. Et donc elle est située sur l'île de Plane. Alors le côté surprenant un petit peu de cette piscine, c'est qu'en fait on va passer sous une arche qui va donner accès, je dirais, à un bassin à l'intérieur de l'île. La piscine où nous sommes maintenant est située dans un endroit caché de l'île Plane. Quand on dit Plane, on a tout dit sur cette île. Elle est plate. Son point le plus haut culmine à 22 mètres au-dessus du niveau de Mare Nostrum, et encore. Mais ce grand caillou tout plat, habité par de nombreux volatiles, renferme de nombreux endroits superbes. Dame Nature est belle. Nous partons maintenant dans les Calanques découvrir la grotte bleue. Cette cavité souterraine dans laquelle nous pénétrons a une surface d'environ 60 mètres de long et 25 mètres de large. L'éclat bleu de la grotte est dû à la lumière naturelle qui pénètre dans l'eau et se réfracte sur les parois.
superbe. Alors Fred, j'ai compris pourquoi la grotte bleue. Elle est bleue? Elle est bleue de chez bleu, comme on dit. Quand on plonge, on voit cette émulsion en fait qui fait cette couleur absolument. C'est presque magnifique. phosphorescent. C'est presque phosphorescent, effectivement. Et la grotte est facile d'accès. Très facile. On va pas dire où elle est. Hein. Non, mais non, non. je crois qu'il y a beaucoup de Marseillais qui la connaissent. Elle est assez connue. Elle est globalement assez connue et connue justement sous le nom de la grotte bleue. En tout cas, je voulais te remercier pour cette balade que tu nous as fait faire, que tu as fait faire aux téléspectateurs, pour ces 3 endroits que nous avons découverts. Alors il y en a plein d'autres, bien évidemment, dans les Calanques, dans les îles de Marseille. Mais en tout cas, la balade a été absolument géniale. On rentre? On y va, on va par rentrer. la rade. On passe par la rade. Allez, on y va. Merci Frédéric. Avec plaisir. Voilà quelques beaux lieux insolites hein, qu'on découvre au large de Marseille. Ben là, on a embarqué sur le Levantin. Le Levantin, c'est justement le catamaran que l'on peut découvrir dans ce vieux port et qui emmène les touristes, qui emmène des Marseillais découvrir les Calanques. Alors, Dimitri de Ruel, on va un petit peu plus faire connaissance. D'abord, comment devient-on champion de voile? Alors, il faut commencer très tôt parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup mieux quand on est très jeune, comme dans tous les sports. Et puis, après, il faut avoir du talent, hein, comme bien souvent, et puis après, du travail. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des bateaux de type dériveur au début, hein, qui étaient mes bateaux de formation, Optimis, 420, 470. Ce sont les petits bateaux, hein, des petits bateaux. Des dériveurs où on est seul ou à 2 dessus, et des bateaux très légers qui sont très accessibles pour les jeunes. Et on en voit beaucoup dans la rade de Marseille d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de faire pas mal de bons résultats, on va dire, en dériveur. Et après, en fin de carrière de dériveur, j'ai réussi à participer aux Jeux Olympiques à 2 reprises, donc en 92 à Barcelone, mais aussi en 2000 à Sydney en 49er. Alors, justement, quelles sont les qualités requises pour faire ce métier ou pour participer aux Jeux Olympiques, par exemple? Les qualités, c'est d'être assez adroit en termes d'équilibre sur un bateau, hein, parce qu'il faut quand même être capable de marcher sur un bateau avec le mouvement de la houle et du clapot. Et en même temps, il faut être concentré comme dans tous les sports de haut niveau. Il faut arriver à avoir une grosse concentration et aimer la compétition. Hein, le goût de la compétition, c'est quand même primordial pour réussir. Est-ce qu'on en vit? Alors, est-ce qu'on en vit? Bien sûr, j'arrive à bien en vivre aujourd'hui, mais ça a été compliqué parce qu'il a fallu créer une société, il a fallu se diversifier. Je ne fais pas que de la régate pour moi, je navigue aussi pour les autres. Je forme les jeunes. Je travaille aussi dans le cadre de ma société, je développe ma société, on le verra peut-être plus tard, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'activités autour de la voile et pas simplement faire mon sport. Dimitri, quels sont vos projets? Mes projets sont d'abord de développer ma société, mais aussi de continuer le sport de haut niveau. Je vais participer au Tour de France à la voile cet été. J'aimerais bien monter un projet Tour de France à la voile pour les années futures. Et vous êtes le parrain également d'une régate humanitaire qui va avoir lieu dans quelques temps? Absolument, je suis très fier d'être parrain de cette humanitarienne Sail Cup parce que j'ai déjà participé l'année dernière et en même temps ça me fait très plaisir d'être associé à cette cause des enfants du monde et des enfants de Madagascar notamment. Dans chaque émission de Prenons le large, on découvre un métier et là on a rencontré un pêcheur. Alors plus précisément, un petit pêcheur fileyeur. Il n'en reste que 50 à Marseille. Gros plan sur un métier peu connu du grand public. Alors que Marseille est encore endormi, 2 hommes, Laurent et Gilles, s'apprêtent à embarquer sur leur bateau pour commencer une nouvelle journée de travail. Pêcheurs de père en fils, chaque jour, ils partent au large, quelle que soit la saison et quel que soit le temps. Nous les avons suivis dans leur activité. Et pas loin de 5 heures, apparemment c'est une belle journée. Et on va aller jeter quelques filets avant le lever du jour. Et ensuite on va aller retirer les filets qu'on a mis pour la nuit, qu'on a posés hier. Et en espérant qu'il y aura un peu de poisson. Gilou, on y va? Nous sommes fileyeurs. Nous sommes fileyeurs, donc quand on ramène 40-50 kg de poisson journalier, on est content quoi. Mais en fait on dit petit métier, ce qui veut dire tout simplement c'est journalier quoi. Nous sortons
quotidiennement, on sort le matin, on rentre entre, on va dire, 11h du matin, 2h l'après-midi. Voilà, tout simplement. Et on a des petits bateaux, ce sont des unités qui mesurent entre 6 mètres 50 et 11 mètres, 12 mètres, quoi, au plus gros. Voilà. Allez, je vais surveiller pour passer aux croisettes, pour pas qu'on s'échoue. Il faut être extrêmement vigilant car le passage des croisettes est large de seulement 20 mètres. Comment je fais pour me repérer? Règle générale, je connais ma zone vraiment particulièrement par cœur. Et je travaille avec beaucoup, j'ai un GPS. Je sais où je suis, je vois où je vais. Voilà. Bon, Gilles, c'est bon, tu es prêt là? Là, on va jeter les premiers filets, c'est des filets pour les rouger qu'on tirera après le lever du jour, après que le soleil se soit levé. Et on va en jeter 2 comme ça, de longueur de 800 mètres à peu près. Et on le retirera vers 9-10 heures du matin. Qu'est-ce qu'on a comme poisson là au large de Marseille? On a un peu de tout, on a un peu de tout. Dans les petits fonds, tu vois, de tout ce qui est le sard, la dorade, le loup, le rouget, la soupe, la bouillabaisse, un peu de lotte. Et après, quand tu t'écartes un petit peu du rivage, tu as du merlan, tu as de la lotte toujours, tu as de la langouste, il y a un peu de tout. De l'autre côté, Gilles. Après une demi-heure de houle et de navigation, les pêcheurs doivent repérer les filets qu'ils ont déposés la veille afin de pouvoir les retirer. Et là, le poisson, il arrive quand théoriquement? En espérant qu'il va arriver surtout. Il y a des jours qui sont mieux que d'autres. C'est justement ça le métier de la pêche, c'est jamais pareil en fait. Comme on dit, un jour tu ris et un jour tu pleures. Il y a encore des jours où on rit beaucoup. Heureusement. Heureusement, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on continue à faire le métier. Voilà, ça c'est une sole qui s'est fait manger par une poulpe. Il n'a pas eu de chance. Il a mis... ça lui fait un festin quoi. Il ne reste plus que les arates. Et lui il a été piégé. Il était trop gourmand, il n'a pas lâché le poisson. Alors il est monté à bord. Là il vient de monter la première sole du jeu de filet. La première sole qui vient d'arriver, voilà. C'est en espérant qu'il y en ait d'autres parce que ça va faire maigre. Qu'est-ce qu'on trouve dans la mer à part les poissons? Malheureusement, des plastiques, beaucoup de pollution. Des pots en tout genre, des pots de yaourt, des boîtes de conserve. Ça, c'est les détritus. Ça fait partie de la pollution, voilà, tu vois. La mer elle est très polluée. Verre en plastique. Pour lever le filet, ça prend à peu près combien de temps? Ça dépend en fait. Là, des filets comme ça, c'est assez, on va dire, emmerdant. Tu as pas mal de coquillages, de saleté dedans. Donc tu mets beaucoup plus de temps. Mais pour tirer 1 kilomètre de filet en temps normal, tu mets fini de démailler le poisson, tu en as pour à peu près 40 minutes, une demi-heure. Démailler le poisson, ça veut dire? Lever le poisson des filets. Alors là, tu es en fin de saison de sèche. Voilà, encore une qui te monte à la roue là. Encore une supi. Et là, on est au mois d'avril. En général, c'est la fin de saison là. Ça, c'est des coins que tu connais par cœur ici. Ouais, ici, ouais. On va dire, je suis né ici. Et en plus, c'est vrai parce que juste à côté, tu vois, tu as la calanque de Marseille vert. Et en fait, j'avais 15 jours, j'étais dans le berceau, que j'étais déjà dans la calanque de Marseille vert parce qu'en fait, mes parents ont un cabanon. Et tout bébé, j'étais déjà sur l'eau.
C'est peut-être pour ça que j'ai fait ce métier d'ailleurs. Rien que tu entends le bruit de la mer sur la coque. Que la mer, c'est bon. Tu entends le bruit de la mer sur la coque. Ça, on va dire, c'est apaisant. C'est vrai que quand tu es au moteur tout le temps, que tu tires sans arrêt. Le bruit du moteur, tu l'as sans arrêt dans la tête. Hein. C'est un bon métier qui est difficile, très difficile. Mais il faut avoir du courage quand même. Je reconnais qu'il faut avoir du courage. Mais ça n'empêche pas que c'est un des plus beaux métiers du monde. Et un des plus vieux métiers du monde surtout. Un des plus vieux métiers du monde qui doit faire face à une réglementation et à des quotas de plus en plus stricts, mais qui reste exercé par des hommes prêts à le faire perdurer contre vents et marées. Je me suis appris le métier avec mon père. Et après, au fil du temps, on apprend les astuces, on apprend les couets, on apprend... Mais bon, jusqu'à notre mort, on ne saura jamais tout de la mer en fait. Parce qu'on en apprend tous les jours. C'est un drôle de métier tout de même, hein, pêcheur, hein, parce qu'ils sortent vraiment par tous les temps. Et puis c'est vrai qu'ils sont réduits, les zones de pêche sont réduites parce qu'ils ont pas mal de quotas. Vous connaissez un petit peu ce métier déjà? Pas bien, je suis plus à l'aise sur l'eau que sous l'eau, mais néanmoins j'aime bien la rascasse dans la bouillabaisse. Et j'ai moins bien aimé par contre la rascasse qui m'a piqué la main. Parce que j'ai essayé de pêcher avec les filets et tout comme les vrais. Hein, et je me suis fait piquer par une rascasse et là ma main a gonflé tout de suite. Mais c'est justement ce qu'ils nous disaient, c'est pour ça qu'on voit dans le reportage, ils ont des gants. Parce qu'ils se font tout le temps piquer, que ce soit des rascasses, des vives. C'est un métier d'abord qui est assez dangereux, mais heureusement les pêcheurs gagnent leur vie. Alors justement, est-ce qu'il y a des échanges comme ça de corporations pêche, voile ou autre métier? Est-ce que vous vous rencontrez justement pour parler de problèmes ou d'autres choses d'ailleurs? En fait, on a l'occasion de le faire dans les clubs. Hein. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, l'YCPR, pour ça, c'est un club où il y a tout ce mélange, tout le mélange du milieu nautique. Mais c'est marrant d'avoir les pêcheurs qui viennent d'ailleurs nous aider hein, sur les parcours de régates pour mettre un petit peu la main au bénévolat et aider sur les régates. Et puis on a aussi ce partage parce qu'on partage le poisson hein, quand il le pêche et sur une bonne table lorsqu'on peut le faire entre amis. Alors changement de cap, hein. Prenons le large, c'est aussi des escapades. On va changer de milieu, changer de secteur puisque je vais vous emmener cette fois-ci en Grèce, dans les Cyclades, découvrir une des perles de ces îles, direction Santorin. Notre première escapade de Prenons le large vous emmène à la découverte de Santorin. Au lieu du tourisme en Grèce, les villages situés sur la falaise, Phira et Oia, disposent chacun d'un petit port dans la caldeira, auquel ils sont reliés par un chemin escarpé permettant de les rejoindre à pied ou à dos d'âne. Nous sommes dans le village de Phira et ses petites ruelles escarpées bordées de restaurants et de boutiques. Construite vers le XVIIIe siècle, elle est devenue la capitale de l'île à partir du début du XIXe siècle. Le nom de Santorin est donné à l'île par les Vénitiens au XVIIIe siècle en référence à Sainte-Irène, que les marins étrangers appellent Santa Irini. D'ici, nous avons de superbes panoramas sur la mer et sur la caldeira. L'île principale de l'archipel est née au cours d'une éruption volcanique survenue vers 1600 avant Jésus-Christ. Située dans le sud de la mer Égée, à 75 km au sud-est de la Grèce continentale, l'archipel de Santorin est considéré comme une des perles des Cyclades. Nous partons maintenant au nord-ouest de l'île à la découverte du village de Oia. Peuplé de 960 habitants, ce village constitue une véritable carte postale. Des terrasses surplombant la mer, des clochers accrochés à la falaise, c'est un endroit paradisiaque pour les amoureux. Nous sommes comme transportés par la magie des lieux,
écrin de lumière et de couleurs au beau milieu des mers. À découvrir le temps d'un long week-end, Santorin est une destination idéale pour une petite escapade. C'est pas mal Santorin comme île. Je ne connais pas l'île de Santorin, je sais que c'est un bateau, très confortable d'ailleurs, mais par contre je connais bien la Grèce pour y avoir navigué et faire un championnat du monde de 470 dans les années 90. Donc vous aviez déjà navigué autour des îles grecques ou plutôt vers Athènes? Plutôt vers Athènes parce que c'était vers le Pirée, mais très bel endroit en tout cas pour faire du bateau, parce que très venté l'été, le Meltem qui souffle fort. Et on y fait de très belles régates, l'eau est très chaude, il fait très chaud, c'est vraiment agréable. Et non, j'ai de très bons souvenirs de la Grèce. D'ailleurs, il y a eu les Jeux Olympiques là-bas à Athènes il n'y a pas si longtemps. Merci Dimitri de Ruel d'avoir participé à ce premier numéro de Prenons le large. Puis on vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets personnels et bien sûr vos projets sportifs. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Prenons le large, c'est également l'agenda de la mer. Regardez. L'Office de la mer vous présente Septembre en mer. Le monde maritime se mobilise pour l'occasion et vous propose toute une série d'événements à travers les sports et les loisirs nautiques. Jusqu'au 6 octobre, rendez-vous pour la grande fête de Septembre en mer. Le Yachting Club de la Pointe-Rouge organise le championnat du monde de dériveurs 49er du 21 au 29 septembre. Nous vous attendons dans la rade de Marseille pour encourager ces champions de voile venus du monde entier. C'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Prenons le large. Allez, je vous propose d'embarquer avec moi pour découvrir... Mais non, c'est nul ça. Oui, c'était bien. Dans chaque numéro de Prenons le large, nous allons poser nos caméras... Non mais me fais pas ça derrière. Non, sérieux. Dans chaque numéro de Prenons le large, nous allons... Ouais. J'en ai marre de taper dans les mains.